Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Ecopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10. Et la rediffusion, c'est le jeudi, mais cette fois-ci aux environs de 14h25. Toujours sur la même chaîne qu'Alankine, la télé-vérité. Je dis merci à tous les internautes qui nous suivent depuis la France, les États-Unis, la Belgique, au Congo profond, dans le Maniema, à Brazzaville en face. Et puis je salue aussi nos amis de l'Est, à Walikale, je salue aussi à Beni. Sans oublier les fidèles téléspectateurs de la ville-province de Kinshasa. Bonsoir encore une fois. Ce soir, je reçois un Congolais qui est à cheval entre l'Europe et l'Afrique. Nous allons devoir parler du social. Nous allons parler aussi un tout petit peu de la santé. Nous allons essayer de réfléchir sur les mécanismes, trouver si possible des pistes de solutions pour essayer d'apporter tant soit peu notre pierre de contribution à l'édifice de la République démocratique du Congo. J'ai toujours dit que le pays nous appartient à tous, un patrimoine commun où nous devons tous apporter nos idées pour essayer d'apporter quelque chose de bien en République démocratique du Congo. Il s'appelle Monsieur Longo Nzongo Alexis, il est juriste spécialiste en droit de la santé et de la protection sociale. Il est aussi fondateur de l'ONG Les Amis de Alexis Longo. Avec lui, nous allons devoir parler de ce que j'ai évoqué tantôt au début. Monsieur Alexis, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir et... Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci, moi aussi. Comment vous allez? Très bien. Pas trop fatigué? Je vais bien. Et puis... On a remarqué. Pardon? On a remarqué que vous allez bien. J'ai évoqué ici au début que vous êtes expert juriste spécialiste en droit de la santé et de la protection sociale. Moi, je vais d'abord m'attarder sur l'aspect social, parce que ici, en République démocratique du Congo, le concept est un peu grand, d'abord, le social. Pourquoi d'abord vous avez choisi faire le social? Pourquoi vous avez choisi cet aspect des choses? Eh bien, vous savez que la santé et le social, ça fait partie de liberté fondamentale. Très important. Parce que vous savez que on ne peut pas parler de la liberté fondamentale. On ne peut pas parler de la liberté fondamentale si on ne voit pas ces aspects-là du social. Parce que quand on parle du social, on voit directement la vie. Très important. Voilà pour laquelle j'ai choisi cette spécialité. Vous avez évoqué un problème de la vie, mais au niveau, parce que j'ai dit que vous évoluez entre l'Europe et puis l'Afrique. Comment on se prend là-bas dans les communes d'abord, pour ce qui est de la réinsertion des enfants ou des autres personnes? Comment les communes sont organisées en termes de social? Comment vous faites au fait? Bon, vous savez que dans des pays développés, comme plus particulièrement comme chez moi... Si vous parlez un peu fort. Voilà. Donc, comme dans mon pays d'accueil, qui est la France, c'est-à-dire le service social est bien organisé. Et voire même leur système de santé, c'est compté parmi les systèmes de santé les meilleurs au monde. Voilà. Donc, c'est bien organisé, bien que dans tous les systèmes, il y a les failles, mais en tout cas, en faisant la comparaison entre le système social ou le système de santé français et le système de santé congolais, vous allez remarquer que après une étude approfondie, nous avons dégagé comme quoi nous avons pas mal de choses à évoluer, à évoquer, pardon. Donc voilà, on a pas mal de choses à évoquer et pourquoi pas épuiser vers la France ce qui est bien, et faire des transferts de compétences vers notre pays qui est la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut connaître un tout petit peu votre cursus? C'est vrai que vous êtes parti d'ici, vous avez fait les premiers pas ici en République démocratique du Congo. Vous êtes bel et bien le fruit de l'éducation, tant sur le plan de l'éducation de la maison et puis de l'éducation intellectuelle de la République démocratique du Congo. Et puis vous êtes parti travailler à l'étranger. Comment s'est passée votre intégration au niveau des institutions, au niveau des établissements universitaires? Comme partout au monde, c'est-à-dire que quand vous quittez un pays étranger et que vous arrivez dans un pays totalement étranger, comme je peux dire, c'est pas facile parce que vous connaissez personne et que vous devez chercher par tous les moyens. Et vous savez que quand nous partons
par exemple, dans des pays étrangers, d'abord, il faut chercher à être régularisé. Très important. D'abord, les papiers, c'est important voilà, pour avoir les papiers. C'est-à-dire, il faut avoir des papiers, effectivement. Donc, une fois que vous avez les papiers, ça vous donne le droit soit à étudier, soit à travailler. Voilà. Et moi, pareil, quand je quittais ici, j'ai quitté en France en qualité de anesthésiste réanimateur. Ici en RDC. En RDC. D'accord. Je fais mes études, je fais ma licence à l'ISTEM Kinshasa. À l'ISTEM. Un grand centre qui est vraiment reconnu. Hein, voilà, donc voilà, c'est une institution publique. Donc j'ai fini à l'ISTEM Kinshasa. Et je travaillais. Nous saluons en passant tous les amis de l'ISTEM qui nous suivent. Hein. Et puis, c'est pas chaque jour qu'on a un membre de l'ISTEM sur ce plateau. J'ai travaillé à l'hôpital général au département d'anesthésie et réanimation où j'ai été chef de service adjoint. À l'hôpital général, dans la grande... l'hôpital Mama Yemo. Mama Yemo, voilà. L'un des grands hôpitaux de la ville province de Kinshasa. Voilà. Donc vous avez déjà accumulé de l'expérience ici avant de partir. Voilà. Je voulais aussi comprendre un peu, vous avez eu un niveau ici, professionnel, quand vous êtes arrivé sur place. Je ne sais pas comment je vais dire. Le niveau, c'est vrai que là-bas, c'est un peu... Est-ce que vous avez du mal à vous coller avec les autres? C'est comme partout ailleurs, hein. Donc c'est-à-dire c'est pas facile arriver dans un terrain où les méthodes de travail, voilà, méthodes de les travail. Approches. Non seulement ça, parce que raison pour laquelle on va citer, raison pour laquelle je fais le droit. Pour la simple raison, la législation c'est pas pareil. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour ce qui est du domaine de la santé, le métier de la santé, c'est un métier réglementé. Donc, vous ne pouvez pas venir soit comme ça et du jour au lendemain travailler. Et quand vous avez fait le droit, ça vous a pris combien de temps à peu près là-bas? Pour faire quoi? Le droit là-bas, ça vous a pris combien d'années pour faire le droit? Le droit, j'ai fait 5 ans. C'est-à-dire, voilà. Donc, vous avez pratiquement refait encore le cursus universitaire. Voilà. Donc vous avez cet avantage de mieux connaître la législation française et puis de bien maîtriser le secteur de la santé. Qu'est-ce que vous avez acquis? Vous vous dites aujourd'hui, quand je suis assis, j'ai ça comme expérience, j'ai eu ça que je ne connaissais pas. En tout cas, j'ai appris beaucoup. Sur le plan professionnel, déjà, j'ai appris beaucoup parce que j'ai eu à faire le remise à niveau. Dans le secteur de la santé, plus particulièrement dans le domaine d'anesthésie et réanimation. Et vous savez que dans le domaine du droit, j'ai appris pas mal de choses parce que j'étais profane en termes du droit. Je connaissais absolument rien. Je n'étais pas juriste quand j'ai quitté le Congo. Mais en arrivant en France, j'ai étudié à l'université et on m'a appris le droit comme on apprend à tous les étudiants le droit. Et je me suis spécialisé quand je fais mon master en droit. En droit. Voilà. Donc, à l'ère d'aujourd'hui, j'ai un double master en droit de la santé et le droit de la protection sociale. Voilà. Vous avez effectivement côtoyé aussi d'autres compatriotes qui sont en Europe, leur vision par rapport à la République démocratique du Congo, parce qu'il faut dire que vous partez, vous revenez, mais il y a d'autres qui ne reviennent pas. Mais c'est des intellectuels comme vous aussi. Leur vision d'abord par rapport à la République démocratique du Congo, quand vous échangez en tant qu'intellectuel, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ce pays? Bon, je ne peux pas parler à la place des autres. Pourquoi? Parce que chaque... le débat commun, quoi. Le débat commun, oui. C'est-à-dire le débat commun, les idées, quelques idées, où vous dites non, souvent les autres pensent comme ça, tout ça. Oui, donc moi personnellement je ne peux pas parler à la place des autres. Mais ce qui est vrai, beaucoup de gens quand ils quittent leur pays d'origine, d'abord, premièrement dans leur mentalité, ils disent qu'en tout cas, par exemple, pour prendre en compte le problème du Congo. Okay. Donc au Congo, ils peuvent dire que, bon, écoutez, en tout cas, vous savez que le social au Congo, ça ne va pas. Rien qui marche, mieux vaut que j'aille chercher ma vie ailleurs. Une fois arrivé, il va se plonger juste à travailler. Parfois, ils vont faire des petites formations, mais ils ne vont pas, n'est-ce pas, faire par exemple les études. Des études, des longues études. Des longues études, voilà. Donc, ils vont se focaliser juste pour la survie, parce que c'est pas évident, c'est pas facile, même en Europe, hein, la vie. C'est très compliqué. C'est très compliqué, c'est très difficile, parce qu'il faut travailler dur.
Parce que beaucoup de gens pensent que même en Europe, c'est facile. C'est-à-dire, je peux trouver l'argent facilement. Facilement, c'est comme si ça tombait du ciel. Alors qu'il faut d'abord apprendre, chercher du travail et en avoir aussi. Voilà, donc il faut travailler durement. Il y en a d'autres qui disent que moi, je ne rentre plus au pays parce que les choses, ça ne marche pas là-bas. Mais il y a d'autres compatriotes aussi qui disent que, bon, écoutez, ce pays nous appartient tous, donc il faut faire quelque chose pour les redressements de la République. Très important. Voilà. Très important. Et aujourd'hui, vous êtes revenu, vous avez, j'imagine, côtoyé d'autres collègues que vous avez laissés ici. Quand vous regardez au niveau sur le plan social, il y a eu régression. Est-ce que les choses ont évolué ou on doit encore améliorer, apporter de nouvelles idées? Ben, écoutez, dans cette question, je pense que tout le monde, ils voient les gens. Les gens, ils voient comment la vie est difficile. C'est compliqué. Moi, je pense que c'est très compliqué. Je peux vous dire que pour venir même à l'émission, j'ai souffert pour arriver ici. Beaucoup d'embouteillages. Beaucoup d'embouteillages, les gens ne respectaient pas les codes de la route. Et non seulement ils ne respectaient pas les codes de la route, mais ils ne respectaient pas la liberté des autres. Des autres, voilà. Parce que quand vous êtes citoyen, normalement, vous devez respecter la liberté des autres. Vous êtes libre. Mais quand vous commencez à empiéter la liberté des autres, cela veut dire que vous n'êtes plus un citoyen. Ça, c'est important. Donc, c'est compliqué. Vous avez quand même appris un savoir, vous avez eu votre licence. Aujourd'hui, le Congo a besoin d'apprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-être dans les années à venir, dans les jours à venir, on peut vous retrouver dans un centre en train de former, en train d'apprendre aux autres? Cet échange, vous aurez le temps de le faire ou vous y pensez pour un avenir? J'ai une vision non seulement travailler comme juriste, bien sûr, ou travailler comme expert en droit de la santé, mais dans toute chose, il faut aussi penser à l'avenir, c'est-à-dire à la formation. Très important. Même les lois, il faut les vulgariser. Bien. On ne peut pas faire quelque chose et vous cacher aux gens. Non, c'est-à-dire il faut vulgariser, c'est-à-dire il faut former des gens. Prenez exemple dans le cas où vous venez de parler, si on peut, n'est-ce pas, former les gens. Le 15 de ce mois ici, le 15 octobre, c'est la journée de l'anesthésie. Le 15 octobre. Voilà. Incessamment bientôt. Incessamment, on m'a invité d'apporter ma contribution. Et j'ai dit, bon, pour ma contribution, je vais former mes collègues en ce qui concerne la sécurité incendie dans les établissements de soins. Donc, je vais animer une conférence. Vous avez dit l'incendie. La sécurité d'incendie. La sécurité d'incendie dans les établissements de soins. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, je vais apprendre à mes collègues quels sont les gestes à faire pour faire face si jamais un jour il y a l'incendie qui se déclare dans un établissement recevant du public. Non seulement les hôpitaux, ça peut être une maison. Même dans les endroits publics aussi. Bien sûr. L'attitude à adopter par rapport à cette exactement. situation. Comment, par exemple, il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Comment manipuler les extincteurs d'incendie. Comment faire, par exemple, la levée des doutes. C'est justement, il faut former les gens. Il ne faut pas seulement mettre le matériel que les gens ne sont pas en mesure d'utiliser. Voilà. Aujourd'hui, vous vous dites que je suis satisfait de ma vie, ou il y a encore des projets à venir. Qu'est-ce que vous devez faire dans l'avenir, par exemple? Il y a beaucoup à faire. En termes de je peux dire qu'il y a beaucoup à faire parce que vous savez que même dans notre pays, il y a pas mal de choses qui ne vont pas. Tout le monde le voit. Et pourquoi pas exploiter, pourquoi pas mettre au service de la nation les compétences acquises dans mon pays d'accueil, par exemple, qui sont, par exemple, dans les domaines de la santé, les domaines du social et du domaine juridique. Mettre ça à la disposition de mes compatriotes. Donc, à mon avis, il y a beaucoup de boulot à faire. Quand vous dites que
dans le domaine juridique mettent à profit. Donc vous réfléchissez déjà, vous écrivez sûrement vos réflexions. Peut-être qu'un jour, quand on pourra vous trouver aussi au Parlement, c'est possible, hein, parce que là, quand vous réfléchissez pour la République, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'aller en politique, mais c'est quand même tentant aussi de faire ce pas. À l'ère d'aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'ai des ambitions politiques ou pas. Ça, c'est un secret pour moi. Secret. Voilà, donc je ne peux pas divulguer ça ici. Je ne peux pas non plus divulguer mes projets d'avenir ou mes projets professionnels. Mais ce qui est vrai, dans un pays, il faut qu'il y ait des réformes. Et vous savez que dans notre pays, dans beaucoup de secteurs, les lois sont obsolètes. C'est-à-dire, si jamais un jour, je me retrouve par exemple au Parlement, ou je me retrouve dans des instances de prise de décision, pourquoi pas édicter des lois, vraiment des projets, n'est-ce pas, des réformes d'envergure et ambitieuses pour apporter un plus dans notre système. Mais les projets, excusez-moi, M. Alexis, nous en avons de faire les lois. Il y en a beaucoup, mais il se pose un problème ici, c'est la mise en application de ces textes, au fait. Parce que quand vous regardez, il y en a plein des choses, des gens réfléchissent. C'est ça qui pose problème ici en République démocratique du Congo. Vous pouvez bien réfléchir, mais la mise en application, c'est un problème. On ne peut pas faire des lois et que dans l'effectivité, ça pose un problème. Sinon, ça ne sert à rien de faire des lois. C'est-à-dire, quand vous êtes législateur, vous faites des lois et que le président de la République promulgue ces lois-là, ça doit être mis en application. Et si ces lois-là ne sont pas mises en application, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans ces moments-là, c'est la justice qui doit se prononcer sur ça. Très important. Parce que vous ne pouvez pas avoir des lois et vous faites autre chose. Je peux donner un exemple. Allez-y, allez-y. Prenons l'exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, pour arriver ici, j'ai eu des difficultés. Mais vous savez, le code de la route congolais, selon vous, est à jour? Il faut revoir parce que nous avons des gens qui ont les volants à droite et ceux qui ont les volants à gauche. Logiquement, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Voilà. Donc, ça pose déjà problème. Vous avez effectivement raison. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de lois, franchement, ce sont des lois qui datent des années. Quand bien même il y a des arrêtés, il y a des lois qui sont obsolètes à l'ère d'aujourd'hui. Il faut vraiment faire des lois ou des réformes de grandes envergures. Même au niveau des instituts supérieurs aussi, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Pourquoi pas? Parlons seulement de la sécurité incendie. Vous savez que moi, ça me fait mal au cœur. Même quand vous dites que vous êtes très content de revenir au pays. Je suis très content de revenir au pays. Parce que c'est votre pays. C'est parce que c'est ma patrie et parce que je viens vers ma famille. Non seulement ma famille biologique, mais quand je vois mes compatriotes... Ma famille professionnelle aussi. Mes compatriotes congolais, ça me fait plaisir. Mais ça me fait de la peine de voir dans quelles conditions que mes frères et sœurs vivent dans ce pays. Les véhicules anti-incendie, nous en avons évoqué parce que vous avez parlé de ça. Ici, dans la ville province de Kinshasa, avec plus de 15 millions d'habitants, ces véhicules se trouvent que dans une seule commune. Ça s'appelle la commune de la Gombe. Donc, je ne sais pas si nous en avons au moins 10, je ne sais pas. Je dois vérifier, mais je ne pense pas. Moi, je veux m'atteler surtout sur le plan des droits. Oui, je suis en train de revenir. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, le travail est énorme. Est-ce que les gens qui travaillent, ils sont vraiment formés très bien sur le plan de droit? Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce que quand il y a un problème d'incendie au niveau de la cité, par exemple, ces véhicules peuvent quitter le centre-ville juste à Yupen pour aller éteindre le feu. Imaginez, vous, pour venir ici, vous avez eu beaucoup de problèmes d'embouteillage. Imaginez la journée. Un véhicule qui sort pour aller à Yupen. Donc, généralement, quand ils arrivent, c'est trop tard. Et aussi, la pédagogie, comme vous avez dit, au niveau des populations, ne suit pas. Parce qu'il faut aussi apporter une pédagogie au niveau des populations. Et tout à fait. Ça aussi, c'est un déficit aussi, tout à que fait. Les Congolais ont besoin de savoir, de connaître.
Je peux vous dire par rapport à ça, c'est-à-dire quoi? Vous êtes journaliste, faites des enquêtes. Je ne vais pas parler trop, faites des enquêtes. Si nous avons des lois qui sont à jour, ou soit des lois, à part de ce qui a été fait peut-être à l'époque belge, s'il y a des lois en matière de sécurité incendie. Vous savez, quand vous êtes un responsable, vous devez aussi, d'un côté, protéger les populations. Il faut les protéger. C'est comme si je suis un père de famille, j'arrive pas à protéger mes propres enfants. C'est-à-dire, il faut protéger la population. Moi, par exemple, moi personnellement, je vous écoute. Ça me fait pas plaisir d'écouter sur les médias, sur les réseaux sociaux. Par exemple, récemment, l'immeuble de l'ONATRA a pris feu. Vers 1h, 2h, je crois. J'ai appris sur les réseaux sociaux, les familles, si c'est les conseillers présidentiels, je pense les membres des familles, des conseillers du président de la République, toute la famille était victime de cette catastrophe, de cet incendie. De cet incendie-là. Moi, personnellement, ça ne me fait pas plaisir. Oui. Parce que c'est le vie humaine. C'est la fumée comme ça. Voilà. J'ai appris sur les réseaux sociaux et sur les groupes des anesthésistes qu'il y avait dernièrement l'incendie d'un centre de santé ou un hôpital à l'est du pays, où le bloc opératoire a pris feu. Perte de matériel. On ne sait pas s'il y avait aussi perte en vie humaine. N'en parlons même pas. Mais vous savez que dans d'autres pays bien organisés, vous ne pouvez pas, par exemple, dans un établissement recevant du public, si vous n'avez pas des détecteurs, par exemple, de fumée. Ouais. C'est justement pour même prévenir. Même dans les immeubles, pour prévenir. Voilà, exactement. Même l'évacuation. Voilà. C'est-à-dire, même dans la maison, votre propre maison, vous devez avoir des détecteurs. Pourquoi? C'est juste pour protéger la population. Parce que si jamais il y a un départ de feu, le temps que tu appelles, et surtout si vous n'avez pas des extincteurs d'incendie, vous savez que rien que la fumée tue. Oui. Ça vous étouffe et vous avez du mal. Ça contient du monoxyde d'azote. Cet monoxyde d'azote, c'est très dangereux pour le corps humain. C'est nocif. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est la question que j'allais vous poser. Mais c'est la législation. C'est-à-dire, par exemple, il faut faire des lois. C'est-à-dire, vous avez un établissement recevant du public. Il faut que ça respecte les normes. Très important. Si vous n'avez pas ces dispositifs, ça ne sert à rien. Ou soit vous fermez, ou soit vous vous conformez à la législation du pays. Ça donnera aussi du boulot aux commerçants. Par exemple, quand vous allez vendre ce matériel-là. Les extincteurs, consorts. Non seulement des extincteurs, même les détecteurs. Même les détecteurs. Ça donne du boulot. Ça donne l'argent à l'État parce qu'il y aura les TVA. Et ça modernise aussi. Et ça protège même la population. Même dans les écoles, il faut le rappeler aussi. Pourquoi pas? Même dans les écoles, c'est des établissements qui reçoivent le public, même dans les églises. Même dans les églises, bien sûr. Mais ça doit passer par des lois. C'est-à-dire, c'est le législateur qui va dire, oh, écoutez, trop c'est trop, on a eu pas mal de catastrophes. Aujourd'hui, nous devons changer notre façon de voir les choses. Ce n'est pas un individu, c'est le législateur qui doit mettre ça sur écrit et que le président de la République, il va promulguer ces lois-là qui doivent être en application. Nous allons revenir avec vous dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes en train de suivre M. Longo Nzongo, M. Alexis. Il est juriste et spécialiste en droit de la santé et de la protection sociale. Il est aussi fondateur de l'ONG Les Amis de Alexis Longo. Nous allons devoir évoquer les Amis de Alexis Longo. Quand vous dites les Amis de Alexis Longo, c'est par rapport à votre vision ou vous avez un idéal à proposer? Je suis d'abord quelqu'un très attaché aux valeurs humaines. J'ai remarqué. Et à la justice sociale.
j'aime pas voir mes compatriotes souffrir. Parce que quand mes compatriotes souffrent, c'est-à-dire c'est moi aussi qui souffre. Ça me fait pas plaisir de voir ceux qui sont autour de moi souffrent et que moi je peux apporter un plus pour les aider. C'est-à-dire, parce que même les gens croient que même nous en Europe, on est bien, on est riche, tout ça. Non, 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 non. La vie partout est difficile. C'est question seulement avoir un peu de volonté. La discipline. Et avoir une discipline, il faut travailler. Et moi, personnellement, après avoir fini mes études, j'ai trouvé qu'il y a pas mal de nos compatriotes aussi qui souffrent. Qui souffrent non seulement, ils souffrent aussi parfois de l'injustice. De l'injustice. Pour ne pas cacher, vous savez qu'il y a des fois, il y a des enfants qui sont placés. Dans les centres d'accueil. Dans les centres d'accueil, bien sûr. Vous savez que nous, les Africains, même avec nos souffrances, on garde nos enfants à la maison, on garde nos... Ça, c'est par rapport à notre culture. Voilà, par rapport à notre culture. Même nos personnes âgées, parfois, nous-mêmes, nous prenons soin d'eux. Mais il y a des fois, je ne dis pas à tout moment, mais il y a des fois, il y a des placements abusifs. Et quand il y a des placements abusifs comme ça, les parents souffrent. Parce que comment voulez-vous, j'ai ma fille ou j'ai mon fils et qu'il est placé, je ne peux pas avoir droit ou on arrive à retirer l'autorité parentale et ça fait mal au cœur. Si ça se fait d'une manière légale, si ça se fait d'une manière vraiment, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui abusent, ça je n'en disconviens pas. Mais il y a aussi d'un côté des placements abusifs, ça il faut avouer. Et de deux, non seulement les enfants sont placés, mais il y a aussi des enfants qui sont placés, mais qui sont inscrits dans les écoles, par exemple, ILIS ou SEGPA. Ce sont des classes où, normalement, on place les enfants qui ont des troubles cognitifs. Mais il y a des fois, par la méconnaissance de la culture africaine, parfois, il y a certaines autorités, ils mettent ces enfants dans ces classes ILIS. Et quand ils mettent ces enfants dans les classes ILIS, les parents, ils ont du mal à récupérer leurs enfants. Et ces parents, parfois, ils viennent nous voir pour dire comment je peux faire pour récupérer ma fille entre les mains des sociales, comment je peux faire pour que ma fille ou mon fils ne puisse pas intégrer cette classe ILIS. Et il y a aussi d'autres personnes qui n'ont pas les moyens pour payer des avocats. Et nous nous sommes dit, on peut les aider en créant des dispositifs pour les accompagner. Pour les canaliser, tout ça. Pour les accompagner. En conseil, voilà. Les orientations. Voilà. Des conseils, bien sûr, juridiques. Juridiques, je comprends. Voilà. Je comprends. Et j'ai dit, pourquoi pas créer d'autres ressources, enfin, entre guillemets, c'est pas des revenus, mais nous voulons, nous sommes dans un pays qui nous accueille. Il faut aussi porter de l'aide. Il faut qu'on soit actif, s'il faut dire comme ça. Mais alors, pour être actif, moi, personnellement, j'ai dit, nous aussi, les Congolais, nous avons des compétences. Et je suis fier d'être Congolais parce que je sais que mon peuple a des compétences à tous les niveaux. Et pourquoi pas créer des activités qui peuvent aussi aider la République française à apporter, par exemple, de l'aide auprès des personnes âgées, auprès des personnes handicapées, auprès des personnes vraiment qui vivent dans la solitude. Et nous, dans notre groupe d'Alexis Longo, nous pouvons mener des animations, pourquoi pas. C'est justement pour aider nos compatriotes, ou voire même les citoyens français. Je voulais un peu avoir, vous avez évoqué des problèmes des gens vivant avec handicap. Votre regard, par exemple, ici, il y en a beaucoup. On les voit, c'est comme s'ils sont pas comme s'ils sont marginalisés. Il n'y a pas de loi aussi pour permettre à ces personnes vivant avec handicap d'entrer facilement dans les bus, dans les restaurants. Il faut s'y réfléchir. Même les personnes, les aveugles, dans les endroits publics, il faut aussi réfléchir, écrire des textes, des lois plutôt. Donc, dans cette matière-là, nous, dans les Amis de Longo, nous ne sommes pas là que pour des gens en bonne santé, mais nous sommes là aussi à apporter notre contribution auprès des personnes vulnérables. Et quand je parle de personnes vulnérables, je fais allusion aussi aux personnes handicapées.
personnes âgées, les enfants mal nourris, et pourquoi pas les femmes enceintes. C'est-à-dire, normalement, dans un pays, ou soit, quand vous êtes responsable, normalement, comme on dit, diriger, c'est prévoir. C'est prévoir. C'est-à-dire, nous devons mettre en place des prévisions. Voilà, des dispositifs, par exemple, l'accès dans un bis, faciliter les handicapés, pourquoi pas, à monter facilement. Par exemple, pour ça. Et pourquoi pas, même les handicapés, ils peuvent aussi travailler. Pourquoi pas mettre des lois? Des quotas, en fait, dans les entreprises. Voilà, dans des entreprises que... les personnes avec handicap, 10%, 15%, 20% en termes de quotas. Et les gens qui vont embaucher, par exemple, des personnes handicapées, ils seront exonérés sur des taxes et des choses comme ça. C'est des idées. Mais tout ça, ça ne vient pas comme ça. C'est-à-dire, il faut des réformes dans ce secteur aussi. Mais par exemple, nous, dans les groupes d'Alexis Longo, pourquoi pas, par exemple, ces gens-là, à chaque fois, nous sommes ensemble avec eux en vision conférence, les gens, ils pleurent en disant, par exemple, je donne un exemple. Hein. Allez-y, je vous écoute. Je suis handicapé, il y a quelqu'un qui m'a frappé. Parce que je suis comme ça. Dans une position. Et je suis allé, par exemple, à la police, on me dit, écoutez, avant de te déplacer, il faut payer sa biso makolo. Il faut foutre un mambo. Mais c'est des choses qui n'existent pas, en fait. Ah non. C'est-à-dire que... Il faut ôter les mains à ces comportements-là. Et non seulement ça aussi. Il y a des fois aussi des gens qui sont démunis, par exemple, des personnes handicapées, des personnes vulnérables, les gens qui n'ont pas de moyens. Ils ont aussi l'accès à la justice. Ils ont aussi droit à l'accès à la santé. À la santé. Mais ils n'ont pas de moyens. Comment ils vont avoir accès à tous ces services-là? Et il y a des fois, il arrive quelque part, on lui dit, pour déposer une plainte, il faut nous payer autant. Mais lui n'a pas de moyens. Il va faire comment? Donc il n'a pas droit à l'accès à la justice. C'est-à-dire notre association peut aussi les aider, les accompagner, pourquoi pas, avoir accès à la justice, avoir accès à la santé, aux soins. Très important. Voilà. Quand vous vous réveillez le matin, comme vous êtes par exemple en Europe, c'est vrai qu'il y a le travail qui vous attend. Est-ce que le cœur, il est où, en fait? Par moment, vous dites, c'est pas facile cette question. Peut-être le cœur, il est où? Vous savez pourquoi j'ai rigolé? Allez-y. À chaque fois, quand je suis dans mon pays d'accueil, j'aime bien mon pays d'accueil. Hein. Ouais. Je sers la République française, moi. Ouais. Depuis que je suis en France, depuis que j'ai été régularisé, j'ai toujours travaillé. En tant que père de famille, je travaille. Et en même temps, d'un côté, il faut s'occuper des enfants, il faut aller à l'université étudier. C'est pas évident. Payer les taxes. C'est pas évident. Mais à chaque fois, je pense aussi à mon pays d'origine. Raison pour laquelle, s'il faut revenir encore, tout ce que j'ai appris, cette expérience que j'ai appris dans mon pays d'accueil, pourquoi pas le mettre au service de mon peuple? Parce que je pense toujours à eux. Vous êtes père de famille, je comprends. Par moment, vous n'êtes pas en contradiction avec vos enfants par rapport à votre vision. Parce qu'ils sont nés là-bas, la réalité d'ici, ils ne maîtrisent pas, mais vous avez le cœur dans votre pays d'origine. Il n'y a pas de contradiction en termes de débat à la maison. Pourquoi pas? Par exemple, ma fille qui est au lycée, elle me dit, mais papa, vous pensez créer des bistrots sociaux, maisons de droit au Congo, pourquoi ça? C'est compliqué, tout ça. Moi, j'ai dit, mais écoutez, et toi, ici, tu sais qu'il y a des fois, tu as accès au cybercollège, au Pronote. Hein, ce sont des plateformes numériques pour faire des révisions et à étudier tout ça. Mais tu sais que dans mon pays d'origine, il y a des enfants qui n'ont même pas de banc, qui n'ont pas de feutre à écrire. Ah, ils sont étonnés quand ils entendent ça. Et moi, vous pensez que ça me fait plaisir? Si aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai pas d'argent, mais si j'ai l'argent, je peux quand même faire quelque chose pour ces enfants-là. Et moi, je ne suis pas que pour vous. C'est-à-dire, je peux aussi servir la République. Très important. Nous sommes dans votre émission Écopole, diffusée chaque mercredi aux environs de 22h10. La rediffusion, c'est le jeudi, cette fois-ci à 14h. Je dis merci à tous les internautes qui nous écrivent depuis la Belgique, depuis la France. Nous sommes en train de parler des problèmes de droit
sociale, de la protection sociale et de la santé, avec l'expert qui est mon invité de ce soir. Au niveau des communes, par exemple, nous avons pratiquement parlé en termes généraux. Mais au niveau des communes, est-ce que vous avez des projets pilotes par rapport à d'autres communes pour essayer de réfléchir des zones de santé? En tout cas, moi, personnellement, comme je vous ai dit, je suis très très attaché à la justice sociale et aux valeurs humaines. Je ne vois pas seulement mon commune d'origine. Je ne vois pas seulement, par exemple, moi je suis de Tchangou. Je ne vois pas seulement Tchangou. Ah, vous êtes à Tchangou? Voilà, moi je suis à Tchangou. Ah, je suis natif de Tchangou. La circonscription de Tchangou. Voilà. Donc, je ne peux pas seulement dire, écoutez, s'il faut accompagner, aider nos compatriotes, il faut aider seulement celles de Tchangou. Non. C'est-à-dire, si on a des moyens, pourquoi pas aider la ville de Kinshasa, par exemple, même ceux qui sont à Malouika. Donc votre regard est déjà assez loin, lointain. Mais écoutez, ou alors, ça ne sert à rien de penser à la protection sociale, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, la vie n'est pas seulement difficile, où les handicapés ne sont pas seulement à Tchad, ils sont partout, hein. Mais c'est vrai que peut-être on peut d'abord, dans un premier temps, implanter des choses à Tchangou. Mais au fur et à mesure, pourquoi pas étendre dans toutes les communes de la ville de Kinshasa et pourquoi pas partout même dans les provinces. C'est-à-dire notre vision, dans un premier temps, aider la France, le peuple français, nos compatriotes qui sont là-bas, pourquoi pas, avec le peu de moyens, aider aussi nos compatriotes qui sont au pays. La ville de Kinshasa, peut-être parce que de temps en temps, je suis à Kinshasa, et pourquoi pas s'étendre dans toutes les provinces du pays. Le savoir, c'est aussi l'écriture. Il faut écrire, il faut garder des choses. Est-ce que vous écrivez, vous avez pensé à ça, vous laissez des notes, des traces? Peut-être qu'un jour, on va se dire, le Kanisiwan était à Papa Alexis. Il avait réfléchi comme ça, les brochures, les manuscrits, voilà. Ça fait 8 ans que j'écris. Je peux vous dire, à l'ère d'aujourd'hui, sur le développement du Congo, sur la protection sociale, sur le système de santé, j'ai écrit beaucoup. Et à l'ère d'aujourd'hui, bien que ce n'est pas encore publié, mais je vous dis, j'ai un projet qui fait environ 1000 pages. 1000 pages. Voilà. Donc j'ai pas mal de choses, j'écris et à chaque fois même quand ça me revient en tête, je dis à mon épouse, écoutez, je risque même d'oublier. Il faut que je couche ça sur un bout de papier. Et pour aller encore plus loin, vous savez, j'ai défendu mon mémoire en faisant une étude comparée du système de santé français et qu'est-ce qu'il y a de particularité de santé congolais. Ce système, qu'est-ce qu'il y a de particularité dans ce système? Mais les deux systèmes, même la République du Congo, la République démocratique du Congo, ils ont ratifié pas mal de choses. Et en début d'émission, vous m'avez parlé, est-ce que il y a des lois, mais est-ce que la mise en application? Très important. C'est-à-dire, j'ai découvert qu'il y a des lois qui sont écrites sur papier, mais en termes d'effectivité, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et il y a d'autres lois qui sont vraiment obsolètes. C'est vraiment vieux. Il faut des réformes. Donc, à ce niveau-là, moi, je pense que j'écris beaucoup. Voilà. Le métier d'anesthésiste, vous avez évoqué, je crois qu'en Europe, vous avez aussi travaillé un tout petit peu. Pendant la période de Covid, c'était les gens qui étaient pratiquement au premier plan. Est-ce que vous avez aussi été parmi ces acteurs-là? Et pourquoi pas? Je peux vous dire peut-être un jour, je vais vous faire voir les cadeaux. Comment vous gérez les journées pendant les C'était très difficile. C'était très difficile. Vous savez que j'ai mis ma vie en danger et celle de ma famille. Mais bien sûr, parce que surtout au début, il y avait pas mal de contamination. Parce qu'on n'avait pas encore bien maîtrisé les... Voilà. Et il y avait pas mal de contamination. Mais moi, Dieu aidant, je n'ai pas attrapé le Covid. Mais, en tout cas, on a servi la République. On était vraiment des acteurs de première ligne. Le métier d'anesthésiste, même ici en RDC, on parle très peu d'ici, alors qu'il y a beaucoup de choses qui doivent aussi évoluer. Si vous avez un message à lancer à l'endroit des autorités par rapport aux anesthésistes, vous allez dire quoi? Vous savez que même pendant la pandémie de Covid-19, les anesthésistes réanimateurs étaient
parmi des soignants de première ligne. C'est-à-dire, même en République démocratique du Congo, les anesthésistes, ils ont fait un travail remarquable. Et moi, j'ai toujours porté les noms des anesthésistes congolais partout au monde. Et je peux même vous dire, je suis, n'est-ce pas, responsable, chargé des relations extérieures. Ah bon? J'ai dit à expliquer au monde entier le travail de l'anesthésie des anesthésistes congolais. Dernièrement, on était... Donc vous étiez leur porte-étendard, leur porte-voix. Bien sûr, dernièrement, on était au congrès à Sibénik. Je ne sais pas si vous connaissez Sibénik. Sibénik, c'est une ville de la Croatie. De la Croatie, en Europe de l'Est. En Europe de l'Est. Et le 15 octobre, les anesthésistes, ils vont fêter la journée internationale de l'anesthésie. Donc, peut-être vous allez remarquer, je parle toujours de l'anesthésie. Donc, je suis là et je vais participer. Ici, il y a un problème de matériel. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un effort pour avoir aussi des gens qui en fabriquent, ou on doit toujours continuer à en acheter, parce que dans d'autres pays du Maghreb, ils conçoivent maintenant. Ils fabriquent. Ça aussi, ça vous a jamais tiqué en tant que Congolais? Mais ça fait partie de mon expertise, c'est-à-dire que en République démocratique du Congo, il se pose un problème de matériel, non seulement dans les domaines d'anesthésie, il se pose un sérieux problème dans tous les secteurs. Non seulement le problème de matériel, même le problème de ressources humaines. Très important. Nous avons des jeunes gens très compétents, de médecins très compétents, mais il y a combien de spécialistes? Et les rares qui sont, ils partent à l'étranger. Et s'ils partent, c'est la fuite du cerveau. Les gens, quand ils partent, ils n'ont pas l'envie de revenir au pays. Non, non, ils vont faire carrière ailleurs. Ils vont faire carrière ailleurs. Mais et pourtant, nous avons des jeunes gens, nous avons des gens très compétents qui peuvent apporter des solutions. Nongozongo Alexis, juriste spécialiste en droit de la santé et de la protection sociale. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. C'était pas facile. Vous avez remarqué que nous courons derrière le temps. Mais il y a beaucoup de choses à faire et à dire ici en République démocratique du Congo. Mais en peu de mots, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec le peuple congolais, à travers notre association Les Amis de Longo. Et on cherche des gens à s'adhérer, parce que je sais que les Congolais, ils ont des compétences dans tous les secteurs. Venez s'associer à nous. Et nous avons besoin de vous écouter. Pour réfléchir aussi. Voilà, même d'autres anesthésistes aussi qui vous suivent, des médecins, des infirmiers. Mais pourquoi pas, il faut venir. Parce que nous avons besoin de redressement de cette nation, grande nation. Il faut un redressement. Et le redressement... C'est où les bureaux, M. Alexis? Vous êtes situé où? Votre siège social, c'est où? En fait, notre association, c'est en France. Mais je voudrais installer... alors, d'ici la République démocratique du Congo, plus particulièrement à Tchangou. Ben, nous allons faire un effort dans nos prochaines émissions de communiquer aux téléspectateurs, je crois, l'adresse. Mais dès qu'il y a du nouveau, si vous avez des contacts, des messages, écrivez-nous, nous allons les transmettre à M. Alexis. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais je vous en remercie aussi. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Je dis merci à toi, Pouparbola, à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. Nous courons derrière le temps, vous avez suivi. Il y a beaucoup de choses à dire, nous allons revenir. Si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-nous. Nous allons les transmettre à M. Alexis pour d'autres réponses. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Merci beaucoup, moi aussi. La rediffusion, c'est le jeudi à 14h25, mais l'émission continue sur la chaîne YouTube de Kanakin YouTube. Vous allez suivre tout ce qui a été dit ici dans ce plateau. Allez, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous.